L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une notion juridique ancienne et un principe consacré par le droit international, les textes européens et le droit français. C'est un droit économique orienté vers le monde du travail dans une perspective d'égalité dans la concurrence et de plus grande performance. La loi du 9 mai 2001 propose un cadre méthodologique dont le pivot central est la constitution d'un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Ce rapport de situation comparée sert à mesurer, comprendre et agir à partir d'une vision sexuée des ressources humaines et qui sert de base au dialogue social. L'analyse de ces indicateurs, effectivement, nous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise et une cartographie, on va dire, des populations dans l'entreprise et nous permet de réfléchir à comment prévoir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise sur le moyen et sur le long terme. Ensuite, c'est aussi un moment pour le DRH de regarder dans la réalité des chiffres comment sa politique est conduite et comment elle se traduit. Et de regarder si, dans ce qu'il a imaginé, la traduction est bien en phase avec ce que lui donne comme reflet ce rapport de situation comparée. Ça permet de mettre en place des indicateurs et de revoir l'ensemble des schémas RH de l'entreprise et d'avoir vraiment une photographie complète de ces RH et de pouvoir s'appuyer sur cette photographie pour mettre en place les RH de demain. Le rapport de situation comparée ne sert pas juste à faire un constat, mais en fait c'est une base de départ pour la mise en place d'un plan d'action. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait une PME, elle a un fonctionnement immédiat. C'est en gros, elle fait analyse rapide et derrière ce qui l'intéresse, c'est le passage à l'acte. La réflexion autour de l'égalité professionnelle, c'est aussi un moyen de fédérer et de créer ou de recréer ou de continuer à creuser une culture commune. Ensuite, c'était aussi un moment pour partager avec les partenaires sociaux. Et donc, c'était novateur aussi sous cet angle-là. Et du coup, ça les a tous intéressés, puisque d'ailleurs, ils ont tous signé cet accord quand on l'a construit. Une fois qu'on a ce document, on sait comment discuter, comment entrer en négociation avec la direction. Et je parle vraiment de discuter et de négocier et pas de s'opposer, parce que la direction aussi est demandeuse de savoir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous préoccupe sur la situation de l'égalité professionnelle. Le rapport de situation comparée est composé de 5 familles d'indicateurs. Les conditions générales de l'emploi, les rémunérations, la formation, les conditions de travail et depuis 2006, des indicateurs sur la conciliation des temps de vie avec un focus spécifique sur la parentalité, congé maternité et paternité. Alors pour réaliser un rapport de situation comparée de façon lisible et intelligente, il convient de prendre indicateur par indicateur et de les analyser. Que fait-on avec un rapport de situation comparée ? En fait, c'est très simple. On va regarder chaque indicateur, on va constater les chiffres qu'on va trouver, on va faire l'analyse de cet indicateur, en disant pourquoi on arrive à ces chiffres-là, qu'est-ce qui a conduit l'entreprise à avoir ces résultats-là, et le cas échéant, on va mettre un plan d'action. Mais c'est pas forcément obligé pour tous les indicateurs, et surtout c'est pas forcément obligé pour l'année qui vient. Pour illustrer cette méthode utilisée par de nombreuses entreprises, nous vous proposons de regarder quelques indicateurs ensemble. Alors la première batterie d'indicateurs permet d'avoir une analyse globale de la gestion des ressources humaines et une vision un petit peu historique de l'entreprise. Elle permet aussi d'analyser les besoins dans une perspective de compétitivité. Première batterie d'indicateurs, les conditions générales de l'emploi. Dans l'analyse des indicateurs, on a effectivement constaté, exploré les indicateurs par la pyramide des âges, par l'analyse des effectifs par service, et on observe au travers de cette analyse des effectifs qu'il y a dans certains services des métiers féminins et des métiers très masculins. Donc au regard de ces indicateurs-là, on essaye de mettre en place des plans d'action pour soit masculiniser certains métiers, soit féminiser d'autres métiers, pour créer un équilibre
dans certains services. Alors la méthode pour réaliser le rapport de situation comparé, elle est simple. Ça va être d'abord d'avoir évidemment des éléments statistiques. Donc on va faire des tableaux dans lesquels on va mettre le nombre de salariés, femmes, hommes, par catégorie, par âge, etc. Et puis ensuite on va mettre en pourcentage. C'est important d'avoir le pourcentage par rapport à la masse salariale globale, mais aussi par rapport aux catégories ou aux métiers qui sont concernés. La deuxième étape, ça sera, une fois qu'on a ces tableaux, de les représenter pour avoir une représentation visuelle sous forme de graphique, d'histogramme ou de camembert. Et ensuite, on va pouvoir analyser et formaliser par écrit le constat, l'analyse de la situation et le plan d'action. Si on prend l'exemple de la maison du chocolat, eh bien le constat sera que on va voir qu'on a des métiers de chocolatier qui sont beaucoup plus masculins que les métiers de la vente qui sont très féminisés. L'analyse, eh bien, ça sera pourquoi? Parce que les filières professionnelles qui mènent au métier de chocolatier ou au métier de vendeuse ne sont pas les mêmes et sont extrêmement finalement sexuées. Et puis on a le plan d'action qui va découler de ce constat. Eh bien, on va agir sur les écoles avec des partenariats avec les écoles, mais on va pouvoir aussi agir par la formation permanente avec des qualifications pour les femmes pour rentrer dans des métiers de chocolatier ou des métiers plus techniques. Si on ne faisait pas cette analyse-là, eh ben on continuerait à former des chocolatiers hommes, on continuerait à former des vendeuses femmes, et la vie continuerait sur un long fleuve tranquille. Or, il me paraît important de mixer les populations dans une entreprise pour trouver un équilibre naturel qu'on peut observer dans la vie à l'extérieur de l'entreprise. Cette analyse permet aussi de faire les premiers tris croisés et de comprendre les corrélations entre les sujets. Par exemple, le lien entre l'âge et les catégories professionnelles et la nature de la durée des contrats de travail. Autre corrélation entre les indicateurs, celle entre les promotions et la place des femmes dans les instances dirigeantes. Pour ce qui nous concerne, on est une société de services, donc déjà dans les services il y a beaucoup de femmes, et les services en ressources humaines, il y a 80% de femmes dans notre entreprise. En revanche, les 80% de femmes ne se retrouvent pas au niveau du top management. Donc ça nous a permis aussi de regarder petit à petit, j'irai catégorie par catégorie, pourquoi on pouvait avoir des blocages pour passer d'une catégorie à une autre. Donc c'est ça qu'on va aller regarder, c'est justement se dire, par rapport à son propre environnement d'entreprise, une entreprise par exemple plus technique aura l'effet inverse, avec plus d'hommes que de femmes. En revanche, là, elle devra justement se poser un certain nombre de questions, aller inventer peut-être les candidats de demain pour pouvoir favoriser une meilleure mixité dans ses équipes. On sait très bien que le service technique est très masculin, exclusivement masculin, donc tout le monde était d'accord pour rechercher une embauche féminine, ce qui est fait maintenant. Deuxième batterie d'indicateurs, les rémunérations. La deuxième batterie d'indicateurs concerne les rémunérations. C'est un indicateur complexe qui est difficile à aborder parce qu'il nécessite une véritable méthode d'analyse et de rentrer dans le détail des métiers et des filières professionnelles. C'est un indicateur qui nous met en exergue deux catégories de différenciation de rémunération. Il y a des écarts qui sont injustifiés et qui donc doivent être gommés parce qu'ils sont synonymes souvent de discrimination. Et puis il y a des écarts qui sont dits justifiables parce qu'à partir d'éléments objectifs, on va se rendre compte qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes dans certains métiers et qui sont liés à un certain nombre de critères objectifs. Donc sur cette base-là, on va mettre en place des plans d'action correctifs à long terme. Les rémunérations, elles sont comparables dans un même univers du type, si je prends le marketing, on va comparer les rémunérations dans un service marketing à âge égal et à ancienneté égale et à niveau de formation comparable. On a exploré en fait ces rémunérations service par service, métier par métier. On ne peut pas non plus comparer, je donne toujours cet exemple, un chocolatier avec un vendeur. C'est pas le même univers. Les rémunérations sur le marché du travail ne sont pas les mêmes. Alors, quand on fait une comparaison, par exemple, dans la catégorie socio-professionnelle ouvrier, on a observé qu'il y avait un écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Et en regardant métier par métier, on a constaté qu'il était normal que les hommes soient plus payés parce que c'était des métiers qualifiés, avec un diplôme et une expérience professionnelle. En revanche, les femmes étaient moins payées
dans cette catégorie socio-professionnelle parce qu'elles occupent des métiers non qualifiés. Ce qui était important de comprendre dans la rémunération, et ça nous a obligés du coup à s'arrêter et à regarder notre mode de rémunération, c'est qu'on a des fonctions chez nous qui ont une rémunération sur 13 mois et puis qui ont une prime de fin d'année. Eh bien, ce mode de rémunération n'a rien à voir avec quelqu'un qui est, par exemple, dans le commerce, qui est rémunéré sur 12 mois et qui a un variable mensuel en fonction de ses objectifs commerciaux. Et il fallait, pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnaient les rémunérations, qu'on sépare ces deux entités et qu'on les analyse chacune en fonction de la structure de rémunération. Et donc, en y travaillant, on a réussi à trouver une explication qui repose sur deux facteurs. Tout d'abord, l'ancienneté, qu'elle soit dans l'entreprise ou dans le poste. Les deux peuvent être possibles pour expliquer un écart de rémunération. Et puis la seconde, c'était l'âge, mais l'âge entendu au sens de la compétence. C'est-à-dire que quand on est plus âgé qu'une autre personne, on suppose qu'on a une expérience plus grande. Et on s'est dit, voilà deux critères objectifs qui permettent déjà de factualiser un écart. Et on l'a combiné avec un troisième élément qui est tout simplement ce qu'on appelle les augmentations salariales annuelles. Et on s'est dit, voilà, s'il y a un écart soit d'ancienneté, soit d'âge, ça veut dire qu'on n'a pas dû participer à un moment donné à une évolution salariale dans l'entreprise. Et que si on avait été présent, en ajoutant l'élément manquant, on doit pouvoir retrouver le salaire. Troisième batterie d'indicateurs, la formation. L'indicateur sur la formation permet d'identifier les facteurs d'accélération dans les parcours professionnels des femmes comme des hommes d'ailleurs. C'est un moyen aussi de faire la corrélation